L'art est valorisé dans notre société. Tout le monde dit que c'est indispensable et absolument génial. Mais jusqu'à il y a peu de temps, mes contacts avec l'art ont souvent été très mauvais. En fait, je sortais du musée en me sentant insuffisant parce que j'avais rien compris. J'ai l'impression que j'avais pas apprécié mon expérience parce que j'avais pas assez de connaissances, que j'étais pas assez cultivé pour comprendre la beauté des œuvres qui m'entouraient. Et je pense qu'en réalité, quand on demande autour de soi, c'est souvent le cas de beaucoup de personnes. Et comme personne ne se demande à quoi sert l'art, ça en devient presque une question illégitime. Mais tout a changé pour moi quand j'ai lu le livre Art et thérapie. Il a radicalement transformé mon rapport à l'art sur 3 points en particulier que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Le premier point, c'est que j'ai commencé à voir l'art comme un outil. Un peu comme le couteau corrige le fait qu'on puisse pas couper naturellement, et comme la bouteille corrige le fait qu'on puisse pas transporter de l'eau avec nos mains, et ben l'art, il est là pour nous aider à corriger nos failles psychologiques. Dans le livre Alain de Botton, l'auteur, il cite 7 failles principales que vient corriger l'art. La première faille, c'est le souvenir. On sait tous qu'on est très mauvais pour se rappeler des événements précis. Du coup, l'art, avant même l'invention de la photographie ou autre, a permis d'immortaliser des moments et des scènes dans l'histoire. Mais là où l'art va un petit peu plus loin qu'un simple film qu'on pourrait faire avec l'iPhone, c'est que dans l'art, on peut transmettre des intentions. Par exemple, si vous voyez ce tableau, on se rend compte que le peintre, il n'a pas simplement représenté une fille. Il n'a pas simplement fait son portrait pour la mettre au mur d'un château. Non, il a choisi de la représenter dans une circonstance bien particulière où on arrive à voir une grande partie de sa personnalité. On voit qu'elle est assez timide, réservée, mais également très attentionnée, qu'elle donne beaucoup d'attention dans tous ses gestes. Il arrive à mettre une intention dans son tableau qui nous permet de mieux connaître et nous souvenir d'une personne. La deuxième fonction, c'est l'espoir. En fait, on se rend compte que les tableaux oniriques et magiques, c'est ceux qui sont les plus populaires auprès des gens en général. Ils montrent une sorte de vue idéalisée de la réalité et ça nous donne de l'espoir. Or, l'espoir, on en a tous besoin et c'est indispensable dans le succès de n'importe quel projet. Donc par exemple, ce tableau-là, juste ici, quand on le regarde, on voit bien qu'au fond du tableau, en arrière-plan, on a un beau ciel dégagé, mais que tout de même devant, il y a des nuages, il y a des péripéties, mais peu importe, parce que l'espoir est derrière. Quand on se sent déprimé parfois, on peut venir regarder ce genre de tableau et se sentir inspiré. Troisième fonction, c'est la douleur. En fait, voir un tableau qui représente la douleur qu'on est en train de ressentir, ça nous fait nous sentir moins seuls. On a l'impression qu'on peut partager notre sentiment avec d'autres personnes et ça rend du coup notre sentiment légitime. Par exemple, cette œuvre juste ici, il nous permet de prendre un autre angle sur notre sentiment et peut-être de le faire évoluer, de le faire rebondir contre quelque chose. Le quatrième point, c'est la recherche de l'équilibre. En fait, l'art permet de nous équilibrer. Par exemple, si on est tout le temps chargé, qu'on a plein de trucs en tête en permanence, qu'au boulot c'est la course, qu'on a des rendez-vous à droite à gauche, quand on rentre chez soi, on va vouloir avoir un intérieur parfaitement minimaliste, où tout est aligné et bien rangé. Exactement de la même manière, si on commence à s'embrouiller un petit peu avec un ami, qu'on n'arrive pas à avoir des discussions posées et factuelles, et qu'on a tendance à s'emporter à droite à gauche, et ben aller dans un endroit comme celui-ci, où tout est extrêmement bien réfléchi, millimétré, designé, va induire chez nous le fait qu'on va être plus posé, plus factuel, qu'on va moins monter dans les tours facilement. Et si on regarde le même phénomène à une échelle beaucoup plus macro, on se rend compte qu'à l'échelle d'une civilisation, c'est un petit peu pareil. Par exemple, les Romains n'avaient pas beaucoup de paysages peints. Mais c'est normal parce qu'ils étaient tout le temps en contact avec la nature. Tandis qu'aujourd'hui, les peintres peignent beaucoup de paysages. Et ça, c'est parce qu'on est beaucoup plus dans des villes, éloignées des beaux paysages. Toujours la recherche d'un équilibre. Le cinquième point, c'est la compréhension de soi. On n'est pas limpide à nous-mêmes. Et l'art, il permet de mieux nous connaître. Déjà, par exemple, en analysant les objets qui décorent notre maison. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de mettre tel objet à tel endroit? Qu'est-ce que tel objet veut dire de nous? Et quand on aime une œuvre, on peut se demander, mais en fait, pourquoi je l'aime? Qu'est-ce qu'elle m'apprend sur moi-même? Sixième point, c'est le développement de soi. En fait, parfois, quand on va voir une œuvre, il va y avoir une sorte de structure défensive qui se met en place chez nous. Par exemple, en voyant ce tableau, moi j'ai directement eu une sorte de recul. Ok, c'est un aristocrate, un bourgeois très certainement, il incarne des valeurs qui me plaisent pas, et du coup, instantanément, j'ai eu une structure défensive et un rejet. Or, en fait, dans la vie, les structures défensives, elles nous freinent. En fait, on peut pas progresser dans la vie si on généralise tout le temps des problèmes d'ordre personnel. À une échelle plus macro, c'est exactement pareil. On se rend compte que dans une société occidentale, des tableaux qui représentent des rites magiques, par exemple, seront moins bien acceptés parce qu'il y a une sorte de structure défensive qui se met contre les trucs qui ne sont pas complètement rationnels. Donc en fait, voir qu'à un moment, on a un rejet ou un dégoût envers un tableau, ça nous permet de nous demander, mais en fait, pourquoi est-ce que je ressens ça? Et ensuite de pouvoir se comprendre soi-même et évoluer. Et enfin, le septième, c'est la capacité à apprécier. Il y a un truc qui s'appelle l'adaptation hédonique, ça a été prouvé des milliers de fois, il y a des centaines de philosophes certainement qui en ont parlé. En fait, l'adaptation hédonique, ça veut tout simplement dire qu'on s'adapte très rapidement aux nouvelles choses dans notre environnement. On va avoir un nouveau téléphone par exemple, les 2 premières semaines ça va être chouette, puis on va s'y habituer très rapidement et le plaisir qu'on va avoir de ça diminue complètement. En fait, on a un niveau de bonheur stable, on a des petits pics au-dessus et en dessous, mais concrètement ça changera pas grand-chose. Donc comme on s'habitue à tout et on considère tout comme normal, l'art, quand il met en valeur des éléments du quotidien, il nous permet de les remettre en perspective et de mieux les apprécier. Par exemple, avec Second
canettes de bière là. Elles sont mises en valeur alors que c'est des choses complètement banales de notre quotidien. Donc voilà, ça c'était le premier point, c'est considérer l'art comme un outil qui nous aide à corriger des failles psychologiques, en particulier les 7 que je viens de vous citer. Maintenant, le deuxième point, c'est que j'ai tout simplement arrêté de vouloir analyser l'art. En fait, il y a des millions de subtilités et détails à connaître sur chaque œuvre. Que ce soit au niveau des techniques qui sont utilisées pour faire la peinture, que ce soit au niveau du contexte historique dans lequel elle a été peinte, l'histoire de la personne qui a commandé l'œuvre, l'histoire de l'artiste, le courant dans lequel il s'inscrit, les difficultés politiques à l'époque, bref, il y a tellement de trucs à connaître que c'est le métier de certaines personnes d'étudier des œuvres. Il y a certaines personnes qui passent 20 ans d'affilée à étudier une seule œuvre. Donc moi j'ai un petit peu abandonné ce côté-là. C'est-à-dire que si j'essaye d'analyser une œuvre comme le font ces spécialistes, je vais me sentir insuffisant parce que évidemment j'ai pas les mêmes connaissances qu'eux. Non, en fait maintenant ce que je fais, c'est que j'apprécie tout simplement l'œuvre en me posant la question, chère œuvre, qu'essayez-vous de m'apprendre qui peut me permettre de mieux vivre? C'est tout. Je me balade dans le musée, je vois un peu les œuvres qui m'attirent. En fonction, je vais les voir, je vais analyser l'émotion que je ressens vis-à-vis de ça. Je vais pouvoir me poser des questions sur moi-même, refléter, et passer à une autre dès que je sens que je décroche, et me faire réhapper par une autre. Et je vais pas du tout avoir ce truc de « Ok, c'est qui ce peintre? Faut que je me renseigne sur la date, sur le machin, le truc. » Si l'œuvre m'intéresse, effectivement, je vais me renseigner sur l'artiste. Si une œuvre me fascine, je vais pouvoir rentrer dans des niveaux de compréhension beaucoup plus bas. Mais je sors de cette perspective quand je vais voir un musée de « Il faut que j'analyse et que je comprenne l'artiste. » Et en fait, ce qui découle de ce problème, c'est que les musées sont faits pour les élitistes et les intellectuels. En fait, première chose, un musée devrait avoir des fiches explicatives à côté des tableaux, sans détour. Il faudrait pas qu'il y ait 18 faits historiques qui nous rappellent ceci, cela, etc. Il faudrait par exemple qu'il y ait une sorte de description de l'atmosphère de l'image. Cette image onirique, dans un champ, nous permet de nous rendre compte que la vie est aussi faite de bonheur, etc., etc. Moi, ça me permettrait en tout cas de beaucoup mieux apprécier une œuvre. Quand je cherche un peu une explication de pourquoi est-ce que ce tableau me parle, je vais voir ce que les gens disent, ils disent « Oh ok, c'est parce que c'est une image onirique qui nous fait ok, intéressant. » Et là, je me dis « Oui, c'est vrai en fait, c'est exactement ça. » Et c'est tout ce dont j'ai besoin. Et autre chose que l'auteur dit, c'est que les musées, selon lui, devraient être structurés par salles de failles psychologiques. C'est-à-dire la salle de la douleur, par exemple, au rez-de-chaussée, puis au-dessus la salle de l'amour, puis au-dessus la salle de l'espoir, etc. Et comme ça, en fait, on viendrait plus au musée pour voir une galerie sur un artiste, mais on viendrait au musée parce qu'on ressent un problème psychologique et qu'on a besoin de voir d'autres œuvres. Du coup, par exemple, je me sens en colère, ok, je vais au musée, à l'étage du rez-de-chaussée, je commence par la colère, ok, je me sens mieux, je me sens légitime, etc. Puis ensuite, je vais à la salle de l'espoir et wow, c'est la libération, je ressors de là, je suis soigné, quoi. Et enfin, troisième point, je dois aller voir de l'art, justement, quand ça me fait plaisir, quand j'en ai besoin, et pas quand il y a un nouvel artiste à la mode qui expose. Comme je vous disais, si j'ai du mal à être précis, assertif avec un ami, à ce moment-là, je vais aller dans un lieu avec lui qui nous permettra de mieux régler nos problèmes de manière beaucoup plus calme et posée. Si un jour, dans un couple hypothétique, je ressens plus d'amour, je vais pouvoir voir ce tableau-là, et en regardant ce tableau-là, je me rendrai compte que, en fait, au début de notre relation, j'osais même pas lui effleurer l'épaule tellement j'avais de l'amour inconditionnel pour elle. Et quand je me demande pourquoi j'ai pas plus d'abonnés, je regarde tout simplement cette botte d'asperges et je me dis que la vie, elle est faite de choses simples. Bonne journée.